là, je vais accueillir du coup Nicolas Escoffier, du coup de Sorbonne Université, pour venir nous parler un peu du métabolisme de la Seine. Donc vas-y, je t'en prie Nicolas, toi la parole. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler cet après-midi de dynamique métabolique de la Seine francilienne et d'émissions de CO2. Donc on va se situer sur le territoire plus en amont du continuum francilien, donc on a évoqué ce matin. Donc pour commencer, les écosystèmes aquatiques continentaux, comme vous le savez, sont des agents de couplage majeurs entre les compartiments terrestres et océaniques, mais notre vision du fonctionnement de ces écosystèmes a drastiquement augmenté lors des dernières décennies. Ils étaient encore, au sein du rapport du GIEC en 2007, vus comme des conduits passifs qui transportaient le carbone, donc passivement, des continents vers les océans. Mais en fait, il y a eu une révolution de la conceptualisation de ces écosystèmes puisqu'ils se comportent comme des canaux actifs. C'est-à-dire que sur la quantité initiale de carbone reçue au niveau des continents, seulement une fraction parvient à l'océan, une partie étant enfouie dans les sédiments et le reste étant réémis sous forme de CO2 vers l'atmosphère. Donc globalement, il y a une prévalence de la sursaturation en CO2 dans les eaux continentales, et ça, communément, c'est relié au fait que ces écosystèmes aquatiques continentaux reçoivent du CO2 respiré des sols, plus minéralisent l'excès de matière organique qui est transféré de par les continents. Donc c'est intéressant d'un point de vue réactivité biogéochimique, puisque ces écosystèmes aquatiques ne représentent que 0,5% de la surface terrestre, mais les émissions de CO2 qui résultent de leur activité sont du même ordre de grandeur que le captage de CO2 océanique. Donc, suite à cette révision de la conceptualisation de la place des eaux continentales, leurs flux de carbone représentés ici ont finalement été intégrés au sein des dernières synthèses du GIEC, et on a donc une intégration des flux de transfert des continents vers les océans tels que je les ai présentés. Donc c'est une intégration réussie, mais toutefois qui demeure incomplète. Comme vous le voyez, sans rentrer en détail dans les différents paramètres de cette figure, il y a des flux naturels qui sont représentés en orange et des flux altérés anthropiques qui sont représentés de couleur rose. Et actuellement, on a encore une incertitude importante sur les flux de CO2 qui résultent de l'activité des eaux continentales, et il n'y a pas de prise en compte de l'impact anthropique sur ces flux de carbone. Donc il y a une intégration incomplète du fonctionnement de ces écosystèmes du point de vue du recyclage du carbone. Si on se place d'un point de vue plus conceptuel, justement le métabolisme, donc les variations d'oxygène telles qu'on a pu l'évoquer ce matin dans une masse d'eau, permettent d'appréhender le métabolisme aquatique. Ce métabolisme aquatique correspond à la production nette, donc la NEP, qui est la balance entre la photosynthèse, GPP, et la respiration ER. Et ces variations traduisent une conversion du carbone qui évolue longitudinalement le long du continuum aquatique d'un point de vue du moins théorique. Ce que prédit la théorie, c'est qu'effectivement sur les cours d'eau amont, il y a plus d'apports externes de matière organique, et donc les apports externes prédominent sur les phénomènes métaboliques internes à la masse d'eau en termes de respiration et de photosynthèse. Ces apports tendent à diminuer vers l'aval, avec une plus forte prise en compte des processus métaboliques internes à la masse d'eau, et donc une plus forte contribution de ce métabolisme des eaux continentales sur les émissions de CO2 dans ces systèmes. Toutefois, ces prédictions demeurent très théoriques, et on a encore peu de données sur le fonctionnement réel de ces prédictions théoriques dans des systèmes très fortement anthropisés. Et justement, le cas de la Seine est emblématique et particulier, puisqu'étant soumise à de fortes pressions anthropiques, elle nous permet de tester ces hypothèses et de voir comment cette conversion du carbone réagit à ces différentes pressions. Donc pour répondre à ces questions, je vais présenter deux axes principaux dans le cadre de cette présentation. Le premier s'inscrit dans le cadre d'un travail de thèse qui est initié au sein du programme Mécène, donc en collaboration avec le SIAP. Donc cette première partie vise à quantifier la balance métabolique de la Seine à partir des mesures de l'Observatoire Mécène qui a été évoqué ce matin. Donc pour ce faire, on veut quantifier les indicateurs métaboliques à partir des mesures haute fréquence, décrire leur dynamique métabolique à différentes échelles de temps, mais également dans l'espace étant l'amont à l'aval de l'agglomération parisienne, tel que je vais vous le présenter.
La principale question de cette sous-partie étant de savoir si le métabolisme agit comme un reflet du fonctionnement et de l'état de la qualité de la masse d'eau. Dans une seconde partie plus prospective cette fois, puisque ça correspond à des recherches qui sont en cours d'initiation et de démarrage actuellement, on va plus considérer le métabolisme du point de vue biogéochimique et comme intégrateur de recyclage du carbone. Il y aura des premiers résultats préliminaires pour évaluer le lien qui peut exister entre ce métabolisme organique et les émissions de CO2 au sein d'un fleuve fortement anthropisé comme la Seine, et on verra qu'est-ce qu'il faut apporter pour pouvoir intégrer l'ensemble des processus organiques et inorganiques de conversion du carbone dans un système comme la Seine. Donc pour répondre à ces questions, on a utilisé les ressources opérationnelles et de surveillance et d'observation de l'Observatoire Mécène. Donc je vais passer rapidement dessus, ça a été présenté ce matin. Donc cette carte vous montre le périmètre d'action du SIAP et les différentes stations de mesure haute fréquence sur lesquelles se reposent les travaux qu'on a pu développer en termes de métabolisme. Sur ce territoire, il y a aussi effectivement des stations de mesure pour un programme de prélèvement in situ et d'analyse qui sert à vérifier le bon état physico-chimique et chimique de la Seine. Et il y a, en plus de cela, 9 stations de mesure en continu, certaines uniquement pour l'oxygène dissous et la température, et d'autres plus spécifiquement multiparamètres, tels que représentés ici. Donc, l'ensemble du jeu de données sur lequel on se base couvre une période de 1995 à 2025, ce qui est assez inestimable du point de vue de la couverture des conditions et des données sur lesquelles on peut se baser pour évaluer cette trajectoire métabolique. Et toutes ces données sont à la fois qualifiées en termes de métrologie in situ, mais également corrigées au moyen d'algorithmes qui sont toujours encore de développement pour corriger les chroniques de données a posteriori une fois qu'elles ont été acquises. Donc, le calcul du métabolisme repose sur l'exploitation de la méthode des courbes journalières d'oxygène dissous. En principe, ce qu'on fait, c'est qu'à partir des courbes de variation jour-nuit d'oxygène, on définit un taux de variation instantanée de l'oxygène qui résulte de la balance métabolique entre photosynthèse, respiration et flux d'échange avec l'atmosphère. En principe, ce taux d'oxygène pendant la nuit correspond à la respiration de l'écosystème qui est extrapolée comme étant constante sur 24 heures. La production nette à la lumière à laquelle on ajoute la respiration sur cette phase éclairée permet de définir la production brute photosynthétique, donc la GPP. Et lorsqu'on somme ces deux termes, la GPP étant positive et la respiration négative par convention, on obtient cette production nette métabolique, c'est le régime métabolique net qui, selon sa valeur positive ou négative, définit l'état d'autotrophie ou d'hétérotrophie du système. En d'autres termes, un système autotrophe devrait tendre à se comporter comme un puits de carbone vers l'atmosphère, tandis que lorsque l'hétérotrophie prédomine, on a une source de carbone vis-à-vis de l'atmosphère. Donc en termes de résultats, on a commencé à établir cette méthodologie sur les premières chroniques de données haute fréquence acquises en 2011 à Bougival, donc la station est représentée ici. Et sur cette figure est représentée à haute fréquence les variations de l'oxygène dissous, en bleu foncé, par rapport à la saturation, et superposée la dynamique des blooms phytoplanctoniques dont la biomasse était estimée par fluorescence sur cette même période. Donc à partir de ces données, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait intégré les indicateurs métaboliques journaliers qui vous sont représentés ici en GPP en vert et en respiration, et on les a par la suite intégrés à différentes échelles de temps, échelle saisonnière, mais aussi échelle annuelle, de manière à définir quel était l'état métabolique de la rivière à ces différentes échelles de temps. Ce qu'on pouvait voir, c'est qu'effectivement, il y a une forte variabilité métabolique journalière quand on quantifie ces indicateurs, notamment du fait de l'activité des blooms phytoplanctoniques, mais également de certains rejets urbains de temps de pluie. On a des creux d'oxygène, donc on a largement évoqué ce matin, mais que globalement, à l'échelle annuelle, il y a une hétérotrophie du système qui prédomine. C'est-à-dire que le système, la NEP annuelle est négative, ce qui correspond à un flux estimé de CO2 égal à peu près 265 grammes de carbone par mètre carré sur l'année. Toutefois, il était notable de souligner qu'on avait quand même une autotrophie saisonnière non négligeable entre l'hiver et la fin du printemps, notamment liée à ces blooms phytoplanctoniques. Donc l'idée était, suite à ces premiers résultats, de savoir, oui, mais est-ce que cette année 2011 était vraiment représentative de l'ensemble métabolique de la Seine. Donc on a pu étendre ces estimations cette fois sur la période 97 à 2022, et ça c'est notamment les travaux de thèse de Patricia Njapou, et les valeurs d'indicateurs métaboliques journaliers, donc GPP en bleu
respiration en rouge et leur résultant de production nette en verte vous sont représentés ici. Encore une fois, ce qui est important de souligner, c'est l'excellente couverture des données qu'on a sur cette période. Ce n'était pas trivial, étant donné qu'on parle de réseau de mesure haute fréquence, avoir une telle couverture, c'est quand même déjà un résultat en soi. Et ça nous a permis de confirmer qu'effectivement, malgré les variations interannuelles que je réévoquerai par la suite, on a une dynamique saisonnière qui est conservée d'une année sur l'autre, plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnement métabolique de la Seine est plus fort pendant la période estivale, quand les conditions de débit et de stabilité du milieu favorisent l'empreinte biologique par rapport à la turbulence du milieu physique. Donc on a pu, à travers ces données-là, définir les gammes de variation de ces indicateurs. Toutefois, ceci ne nous indiquait pas forcément s'il y avait une dynamique métabolique à long terme à cette station sur l'ensemble de cette période. Donc pour aller plus loin, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a intégré ces taux métaboliques journaliers moyens à l'échelle de chaque année, donc qui vous sont représentés encore une fois entre 1997 et 2022 pour la respiration en rouge, la GPP en bleu et la production nette en vert. Et dans un premier temps, ce que ça nous a permis d'observer, c'est qu'effectivement, il y a une hétérotrophie moyenne annuelle qui prédomine. Toutefois, vous pouvez observer la tendance à la réduction de cette valeur de NEP vers des valeurs plus proches de l'équilibre, plus proches de zéro, ce qui traduit bien qu'on a une atténuation du gradient d'hétérotrophie à Bougival sur la période d'étude considérée. Si on considère les indicateurs métaboliques qui composent cette production nette, on peut voir qu'effectivement cette réduction de l'hétérotrophie est principalement liée à une réduction de la respiration dans la masse d'eau, là où, de manière un peu plus surprenante, finalement, on a une GPP qui tend à être globalement plus stable, malgré les conditions d'évolution de la Seine sur cette période. Donc, c'est un travail qui est encore en cours. Cette réduction de R par rapport à la GPP, encore une fois, elle traduit une certaine évolution de la qualité de l'eau et une amélioration de la qualité de l'eau à l'échelle du territoire, et notamment une diminution drastique des apports de matière organique externe qui réduit donc la respiration et l'hétérotrophie sur la période. Toutefois, on peut aller encore un peu plus loin et se dire quelle est la représentativité de cette station de Bougival sur l'ensemble du continuum tel que couvert par le réseau Mécène. Donc cette fois, ce qu'on a fait ici, c'est de représenter la seule production nette, donc le régime métabolique net de l'écosystème, encore une fois en termes de valeur moyenne annuelle pour chaque année entre 2008 et 2022, et vous est représenté l'agencement de ces empreintes métaboliques pour chaque station du réseau d'amont vers l'aval, c'est-à-dire de l'amont de Paris à Port-à-l'Anglais jusqu'à Laval, jusqu'à Méricourt. Ce que cette figure un peu dense vous montre, c'est que globalement, on a une tendance, selon les années, à la décroissance de la NEP le long du passage de l'agglomération parisienne. Donc on a vraiment une accentuation de l'hétérotrophie vers l'aval liée aux différents rejets urbains, qu'ils soient de temps de pluie, de temps de sec, etc. Mais globalement, comme on a pu le voir aussi à l'échelle du territoire à Bougival, il semble qu'il y ait une relative atténuation récente de l'effet de l'agglomération, c'est-à-dire que le gradient amont-aval, tel qu'on l'observait en 2008, tend à se résoudre, à décroître sur les années 2022. Pour visualiser ça de manière peut-être un peu plus claire, ce qu'on a représenté ici, c'est à peu près la même chose, toujours cette évolution de la NEP moyenne annuelle pour différentes années de Port-à-l'Anglais à Méricourt, donc d'amont en aval, cette fois en fonction de la distance, et vous est représenté au cours de cette distance et de ce parcours de Seine certains ouvrages principaux des stations d'épuration qui jalonnent le parcours et qui peuvent expliquer certaines discontinuités métaboliques. Ce qui est également représenté, c'est la trajectoire de ce gradient métabolique des années les plus anciennes, c'est-à-dire les couleurs les plus froides vers les années les plus chaudes. Et ce qu'on observe, c'est une relative augmentation, une diminution de la pente qui traduit bien cette réduction du gradient d'hétérotrophie de l'amont vers l'aval sur les années récentes. Et encore une fois, ceci peut être mis au crédit de l'amélioration des filières de traitement et de la qualité de l'eau en général sur le milieu. Il faut toutefois se rappeler que la NEP est cependant dépendante des couples de respiration et de photosynthèse qui sont propres à chaque site. Chaque site d'étude, selon ses conditions hydrogéomorphologiques et selon la nature du milieu, pourra avoir une certaine valeur de NEP qui est contrainte par des valeurs de GPP et de respiration qui peuvent être différentes. Et donc dans l'étude des drivers métaboliques qui expliquent ces trajectoires et leurs réponses au cours du temps, on est encore dans une prise en compte de tous ces différents facteurs pour avoir vraiment une image plus claire de comment tout ceci a évolué dans l'espace et dans le temps.
Mais finalement, si on en revient à la question initiale, quel est le lien que l'on peut éventuellement observer entre cette évolution métabolique dans l'espace et dans le temps et la dynamique du CO2 au sein de la Seine? Donc, ce que je vous ai représenté ici n'est pas issu de données haute fréquence, mais elle correspond à l'estimation de la P de CO2, donc la pression partielle en CO2, que l'on peut avoir de l'amont vers l'aval, toujours aux mêmes stations de Port-à-l'Anglais, Bougival et Andrézy. Ces données de P de CO2, elles ont notamment été estimées via les données de surveillance ponctuelle de la qualité physico-chimique du milieu, et notamment en utilisant les données de pH et d'alcalinité. Ce que nous montre ce graphique de manière générale, c'est qu'on a effectivement sur la fin des années 90 et le début des années 2000 une diminution drastique des sursaturations en CO2 par rapport à l'atmosphère. Le niveau de saturation avec l'atmosphère est représenté ici par cette ligne pointillée rouge. Et donc on voit qu'effectivement, entre cette période et la période plus récente, on a vraiment un abattement très important des pressions partielles en CO2. Donc globalement, cette évolution elle est cohérente avec l'évolution du métabolisme et avec une certaine réduction de l'hétérotrophie au sein de la masse d'eau. Et de manière un peu plus récente, on voit également qu'on a ces variations saisonnières des valeurs de P de CO2 qui, d'une certaine manière, reflètent l'évolution métabolique du milieu avec plus de photosynthèse et de respiration de la matière organique pendant les périodes estivales. Toutefois, si on essaye de faire un parallèle direct entre métabolisme et CO2, on voit que le lien n'est pas directement observable. En effet, le métabolisme tend à définir le comportement comme puits ou source de carbone vis-à-vis de l'atmosphère. Or, la sursaturation permanente de la Seine sur cette période indique que la Seine est constamment émettrice de CO2 vers l'atmosphère. Donc pour aller plus loin, et là il s'agit de perspective, ce qu'il faut prendre en compte dans cette dynamique globale du recyclage de la Seine, c'est l'alcalinité et le système des carbonates qui est prédominant dans les équilibres biogéochimiques qui soutiennent la Seine, et qui permettront de contraindre plus finement le lien qui existe entre métabolisme et CO2. Donc c'est justement une perspective importante de la suite de ce travail, d'avoir une résolution couplée de la dynamique métabolique et des flux de carbone dans les milieux aquatiques alcalins. Pour rappel, la majorité des cours d'eau sont alcalins, c'est-à-dire que le carbone inorganique dissous ne correspond non pas du CO2, mais principalement à de l'alcalinité. Cette alcalinité, elle est très souvent vue conceptuellement comme étant complètement non réactive en termes de recyclage du carbone de la masse d'eau. Or, si on veut contraindre le lien entre métabolisme organique et émissions directes de CO2 ou spéciation géochimique vers le CID et le CIP, il faut pouvoir non plus résoudre la seule boucle du métabolisme organique qui est représenté ici, mais y adjoindre les processus qui sous-tendent encore une fois la spéciation de l'alcalinité vers le CO2 et sa conversion en termes de carbone inorganique particulière via les phénomènes de calcification. Donc pour ce faire, on peut se projeter sur des approches multicapteurs haute fréquence telles qu'on les a évoquées, et plus spécifiquement pour pouvoir intégrer ces processus et flux à l'échelle du continuum, il convient de poursuivre l'observation du métabolisme du carbone organique tel qu'on l'a vu via la méthode des courbes d'oxygène, mais de pouvoir également contraindre la dynamique du carbone inorganique et du système des carbonates. Donc typiquement la conductivité spécifique à 25 degrés peut s'avérer comme étant un bon proxy de l'alcalinité qui, couplé à du pH, permet de contraindre les autres termes du système carbonate et de pouvoir contraindre la NEP directement en termes de carbone avec les processus qui lui sont associés, notamment en termes de calcification. Donc pour conclure, ce qu'on a pu voir à travers cette présentation et ces premiers résultats, c'est que la mesure haute fréquence telle que disponible permet de caractériser la dynamique spatio-temporelle du métabolisme de la Seine francilienne. Le métabolisme est à la fois un descripteur fin du recyclage du carbone à des échelles journalières, mais il est aussi un intégrateur sur des échelles de temps et d'espace plus longues des pressions anthropiques et de l'amélioration globale de la qualité du milieu. Il y a effectivement une contribution évidente à la dynamique des émissions de CO2, mais pour pouvoir affiner ce lien tel que représenté ici, il conviendra de se projeter sur des observations haute fréquence complémentaires pour pouvoir résoudre ces mécanismes entre métabolisme organique et carbone inorganique, et si possible de documenter ça sur des gradients de conditions environnementales diverses et différentes à l'échelle du bassin. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas, c'était très, très clair. Présentation. Est-ce que vous avez des questions pour Nicolas ?
Merci Nicolas. En regardant la dynamique du P de CO2, j'avais l'impression que sur les 10 dernières années, on voyait une augmentation de la P de CO2. Est-ce lié à l'augmentation des températures? Est-ce qu'on voyait les étés très chauds 2022, 2023? Là, j'avais du mal à savoir quelle année on était. Est-ce qu'il y a un lien de causalité ou ça reste à explorer? Ça reste à explorer, mais c'est une bonne observation. Effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une sorte de période de creux aussi sur le métabolisme, sur la période un peu intermédiaire, on va dire 2005-2015, et de manière un peu inattendue, et sans doute drivée par des aspects climatiques, sur cette période plus récente 2020-2023, on a à la fois une réaugmentation du métabolisme en termes d'amplitude globale, et comme tu l'as justement observé, aussi en termes de P de CO2, ça se voit. Je n'ai pas encore été plus loin dans les explications mécanistiques, mais il semble qu'il y ait quand même quelque chose et qu'effectivement, au-delà de cette amélioration globale de la qualité de l'eau, il y a effectivement un ensemble de conditions hydroclimatiques qui sont essentielles pour comprendre ces réponses sur le temps court et long. Merci. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou une question? C'est une question basique. L'évolution de la respiration, et donc du coup la diminution de la matière organique, est-ce qu'en fait vous avez pu le relier à des travaux en particulier en agglomération parisienne ou pas? Alors c'est encore en cours, mais effectivement ce qu'on voit, et donc c'est des chroniques. Globalement, il y a eu une amélioration des réglementations, des filières d'assainissement, et plein de choses qui expliquent effectivement la qualité des rejets, leur magnitude dans l'espace et dans le temps s'est réduite. Effectivement, c'est une équation assez difficile parce qu'étant donné la géométrie complexe du territoire et toutes les stations, encore une fois, ce que je disais, le métabolisme répond spécifiquement à chaque site, mais globalement, oui, on a des données qui montrent que c'est quand même lié à ça. Après, de manière plus fine, il faut qu'on aille encore un peu plus dans l'analyse des données pour faire parler plus finement ces résultats. J'ai peut-être juste une petite question. Sur ce projet, c'est qu'on descend jusque dans l'estuaire. Est-ce que tu penses que la méthode est applicable? Parce qu'en plus, on va avoir des surfaces en eau un peu plus importantes. Donc, du coup, voilà, ça peut être intéressant de se projeter un peu plus à l'aval. Clairement. On avait fait quand même quelques explorations avec Cédric justement de ce genre de choses. Et c'est vrai que dès qu'on arrive dans le milieu estuarien, les choses se complexifient énormément. Donc, je pense néanmoins qu'il y a des choses à faire. Il y a une certaine zone, en tout cas au terme du réseau FRES, qui peut clairement être couverte et qui peut appliquer cette méthodologie. Il faudrait travailler un peu plus pour voir son extension encore plus à l'aval. La salinité qui doit les sels qui vont jouer sur. J'ai pas compris. La salinité, pardon, ça va être un facteur qui va jouer à un moment donné aussi. La salinité, mais c'est en fait surtout cette alternance okay. du marnage qui, en termes de compréhension du signal métabolique journalier, rajoute un élément de complexité non négligeable. Comme d'hab. Oui, tu veux compléter? Quand on valide un certain nombre de variables sur l'estuaire avec un modèle, il y a des modèles qui calculent le CO2. Je pense par exemple à CGEMS, qui est un modèle belge, qui est développé par l'équipe de Pierre Régnier et Goulvin Laruelle et d'autres. Et il a fait une publication là-dessus, sur les émissions de CO2 à partir de la modélisation, avec une validation des autres variables, je veux dire, proxy, quoi. D'accord, ok. Bon, parce que, je veux dire, croiser avec les mesures. À calculer avec les cycles de marée, et le bouchon vaseux, tout ça, donc c'est assez difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de mesures. Non, mais c'est là où la complémentarité observation-modélisation prend tout son sens, parce que on peut les deux s'apportent mutuellement, clairement. Parfait. Merci beaucoup. On va